Bonjour à tous. Donc, on souhaite la bienvenue à tous les participants sur ce webinaire sur la valorisation énergétique. Donc, je me présente, Janie Tremblay du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Encore une fois, on vous remercie d'être là avec nous ce midi. Le webinaire va avoir une durée d'1 heure. On va commencer par une première prise de parole par Karel Ménard du Front commun, qui va avoir une durée de 20 minutes. Ce sera suivi par une deuxième prise de parole de Marcel Paré du Mouvement pour une ville zéro déchet. Ça va durer encore un autre 20 minutes. Et à la fin, on va procéder à une période de questions de 20 minutes. Donc, pour procéder avec vos questions, vous allez pouvoir les poser dans la boîte de chat et puis on va les lire lorsque ce sera le temps dans la période de questions. On vous rappelle que le webinaire est enregistré et l'enregistrement va être disponible pour les participants ou sur demande pour les gens qui pourraient ne pas avoir pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Karel Ménard. Oui, bonjour à tous. Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Je vous remercie encore d'être présent à ce webinaire sur la valorisation énergétique qui, je l'espère, va vous plaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, ce qu'on entend généralement par valorisation énergétique, c'est une destruction thermique des matières résiduelles dans le but d'en tirer des produits utiles ou de l'énergie. Donc, avec cette définition simple, on peut s'imaginer par exemple des procédés comme la gasification, la pyrolyse ou l'utilisation de matières résiduelles dans des fours industriels, notamment les cimenteries, pour alimenter le processus de fabrication du ciment notamment. Donc, c'est ce qu'on voit généralement, ce qu'on entrevoit lorsqu'on parle de valorisation énergétique. Ce que nous dit la loi sur la qualité de l'environnement, c'est à l'article 53.4.1, c'est une destruction thermique des matières résiduelles qui constitue de la valorisation énergétique dans la mesure où ce traitement des matières respecte les normes réglementaires prescrites par le gouvernement, dont un bilan énergétique positif et un rendement énergétique minimal qui est requis et que ça contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Donc la définition peut sembler intéressante, sauf que actuellement les normes en question n'existent pas. On ne connaît pas non plus les bilans énergétiques positifs, qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça devrait représenter. Idem pour le rendement énergétique. Lors des audiences génériques sur la gestion l'état des lieux et la gestion des résidus ultimes, on avait pourtant demandé au ministère de nous présenter justement ce qu'il utilise comme bilan énergétique positif ou son rendement énergétique, parce qu'effectivement, il y a quand même de la valorisation énergétique qui se fait au Québec, notamment avec les matières résiduelles, avec aussi certains rejets de centres de tri, avec certains produits qui sont récupérés lors de programmes de REP, de responsabilité élargie des entreprises. Donc, il y a de la valorisation énergétique, mais actuellement, on ne connaît pas véritablement les critères. On n'a pas réussi à obtenir ce que le ministère utilise pour déterminer si oui ou non tel ou tel procédé est de la valorisation énergétique. Pourtant, déjà il y a presque 15 ans, dans le plan d'action 2011-2015 de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, la première stratégie du plan d'action consistait à définir ou redéfinir, si on veut, ce que devrait être ou ce qu'aurait dû être la valorisation dans la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, on va parler d'une révision de la LQE en 2011 pour qu'elle soit prête en 2011. Et également, le plan d'action prévoyait l'élaboration de règlements pour définir justement quels sont les critères afin de déterminer si un processus est de la valorisation énergétique ou non. Pour les plus vieux qui sont présents dans la salle, si on veut, il y a déjà eu aussi un symposium en 2008 tenu par le ministère de l'Environnement à Montréal, justement, avec une centaine de personnes pour établir en gros pour nous présenter, si on veut, les balbutiements ou les prémices d'une future réglementation. Ça, malheureusement, il n'y a pas eu de suite, à part le plan d'action qui, malheureusement, lui non plus, n'a pas eu de suite. Donc, on en est toujours là euh, au niveau, euh, au niveau réglementaire, c'est-à-dire dans une espèce d'état de non-lieu là, au niveau de la réglementation.
et de la loi. Les dernières informations communiquées par le ministère de l'Environnement, c'était lors des audiences génériques, là, la commission Zayed qui a eu lieu il y a 3 ans environ, où le ministère, dans un document qu'il a déposé sur l'état des lieux et la gestion du résidu ultime, a présenté un petit tableau qui est à l'écran et qui définit ce qu'est la valorisation selon le ministère. Donc, la valorisation, il entend que c'est du réemploi, du recyclage. Donc, ça inclut le remplacement matière, le compostage ou la biométhanisation, l'épandage, notamment l'épandage de biosolides, et la valorisation énergétique. Sauf que ce que ça nous dit, c'est que la valorisation, c'est de la valorisation énergétique, mais ça n'en dit pas plus. Donc, c'est un peu comme si on définit un terme par son appellation. Donc, de la valorisation et de la valorisation, ce qui pour nous n'est vraiment pas suffisant. Au niveau de l'élimination, ça a été plus surprenant en fait, parce que naturellement, lorsqu'on parle d'élimination, on parle d'enfouissement. Également, on parle d'incinération. Et là, le ministère inclut dans l'incinération les procédés que j'ai mentionnés tantôt, auxquels on s'attendrait à ce que ce soit de la valorisation énergétique jusqu'à un certain point, en tout cas de façon généralement reconnue. En fait, le gouvernement considère la gasification, la pyrolyse ou le traitement au plasma thermique et d'autres traitements comme étant de l'incinération, donc comme étant de l'élimination, donc couverts techniquement par le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, alors que la valorisation ne l'est pas. Donc, effectivement, par définition, comme je viens de dire, au Québec, une matière résiduelle, elle est soit éliminée, donc elle est assujettie au REIMR, au règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, ou c'est de la valorisation. Donc, ce qu'on a nommé le recyclage, le réemploi, le compostage et autres. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ou qu'est-ce que ça peut sous-entendre ou qu'est-ce que ça peut impliquer? C'est qu'au niveau de la valorisation, par exemple, comme ce n'est pas de l'élimination, cette pratique-là n'est pas assujettie justement aux articles du règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles qui comportent quand même plusieurs paramètres là, pour bien encadrer la pratique de l'élimination, incinération ou enfouissement. Également, lorsqu'on parle de valorisation, l'importation des matières résiduelles à des fins de valorisation est permise. Et on le voit couramment, ça se fait couramment. On ne veut pas justement réfréner ou empêcher le recyclage de certains produits à cause des frontières. Donc, il y a beaucoup de mouvements transfrontaliers de matières à des fins de valorisation, à des fins de recyclage au Québec. Et le Québec envoie aussi des matières à l'étranger. Pensez notamment à la fibre, à l'aluminium, au métal et ainsi de suite qu'on exporte ou qu'on importe, de même qu'au plastique. Donc, ça, c'est tout à fait normal et c'est correct comme ça. Toutefois, ça peut engendrer certains inconvénients. Notamment, on peut créer au Québec un résidu ultime, mais qui provient de l'étranger. Comment? Ben, lorsqu'on importe, par exemple, une matière ou un objet qui est multimatière, je pense notamment à une voiture, par exemple, qu'on importe ici à des fins de recyclage pour le métal, mais tout ce qui est résidu non métallique de la voiture, ce qu'on appelle communément le fluff, ben, va devenir un déchet de matière résiduelle fabriqué au Québec, mais à partir d'une voiture qu'on a importée. Et le fluff est principalement utilisé à des fins de recouvrement dans nos lieux d'enfouissement technique. Donc, et on l'a vu aussi par le passé, notamment il y a une vingtaine d'années, 25 ans, avec des centres d'incinération qui avaient été importés des États-Unis et utilisés par certains lieux d'enfouissement technique comme matériel filtrant. Mais en fait, c'est une façon d'importer des cendres à des fins d'élimination. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut vraiment vérifier lorsqu'on parle de valorisation, l'importation des matières. Oui, ça peut être une bonne chose dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça peut être plus problématique, notamment lorsqu'on parle de valorisation énergétique. Aussi, pour les matières destinées à de la valorisation, il n'y a pas de traçabilité ou de reddition de compte. C'est-à-dire, c'est des matières premières comme pourrait l'être le bois ou n'importe quelle autre matière. Il n'y a pas nécessairement de traçabilité ou de reddition de compte pour les entreprises qui font de la valorisation. Au Québec, on importe beaucoup de matériel informatique d'autres pays qu'on
qu'on fait fondre dans des hauts fourneaux en Abitibi-Témiscamingue afin d'en retirer certains métaux et on fait du raffinage. Mais il y a beaucoup de matières aussi qu'on brûle dans ces fours-là qui ne sont pas des métaux. Donc, et ça peut causer éventuellement des impacts sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc, il n'y a pas nécessairement de réduction de compte au niveau provincial et très peu au niveau fédéral également, à moins qu'il y ait des contextes très particuliers. Euh, Aussi, il y a un risque assez grand, selon moi, c'est lorsqu'on associe, par exemple, les matières résiduelles à une source d'énergie renouvelable. Euh, Parce que lorsqu'on fait de la valorisation énergétique à partir de matières résiduelles, on a généralement un client qui achète l'énergie ou le produit utile relié au processus de valorisation énergétique. Donc, il faut avoir un approvisionnement constant de matières résiduelles et un gisement important quand même pour pouvoir être en mesure d'offrir une énergie ou une matière générée en quantité importante pour qu'on puisse intéresser des acheteurs si on veut. Au niveau de l'incinération, lorsqu'on parle de l'incinération avec récupération d'énergie, qui actuellement est toujours une infrastructure d'élimination, mais c'est un risque. On parle même, dans certains cas, il y a un incinérateur au Québec, on va en parler plus tard, mais on mentionne même que l'incinérateur fait de l'énergie décarbonée. Donc, il y a un dérapage, il y a vraiment un dérapage avec ces termes-là et il y a vraiment un risque que justement les poubelles deviennent une source d'énergie propre, entre guillemets, ou décarbonée. Donc, alors ce qu'on veut, euh, dans le meilleur des mondes, c'est réduire à la source les matières résiduelles qu'on génère et non pas les utiliser et non pas en produire en fait de façon indue afin de produire une énergie supposément verte. Donc ça, c'est un risque potentiel qui existe vraiment. Le dernier impact sur la liste que j'ai noté, et c'est les possibles impacts non négligeables sur la santé humaine et sur l'environnement. J'ai mentionné tantôt, lorsqu'on fait de la valorisation matière de certains produits électroniques dans des hauts fourneaux, il peut y avoir des risques d'émissions euh, lors de ces procédés-là. Et dans tout autre procédé qu'on parle de gazification, pyrolyse, il y a toujours des rejets, que ce soit des rejets gazeux ou des rejets liquides ou des boues. Et ça, on en parle très, très rarement. Également, lors de l'utilisation, par exemple, d'huile pyrolytique ou de sous-produits de procédés de valorisation énergétique, il peut y avoir des impacts sur la santé humaine ou sur l'environnement dû à l'utilisation de ces sous-produits. Donc, il ne faut pas regarder ça seulement lors du procédé de la transformation thermique ou de la destruction thermique de la matière dans une usine qui ferait de la valorisation énergétique, mais bien en aval, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les sous-produits ou avec l'énergie, et aussi et surtout en amont. Parce que souvent, lorsqu'on dit qu'on va faire une énergie verte à partir de matières résiduelles, en fait, ces matières-là, on les a extraites, on les a produites, on les a transformées, on les a consommées. Donc, il y a aussi également un impact sur l'environnement de la matière première, entre guillemets. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Donc, au niveau des pistes de solutions, ben, en fait, elles sont très simples. Je m'en remets aussi au plan d'action de la politique, au plan d'action 2011-2015 de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. En fait, c'est simplement de revoir la définition de la valorisation dans la loi sur la qualité de l'environnement pour mieux la définir, mieux l'encadrer et également ben, élaborer des règlements afférents pour justement définir des critères de rendement énergétique et de bilan énergétique positif. Qu'est-ce qu'on entend exactement là-dedans et comment ça pourrait être encadré. Donc, en dernier lieu, je vous mets des liens sur la position de notre organisme au niveau de la valorisation énergétique. En fait, on a rédigé plusieurs documents, mais il y a trois liens en particulier qu'on a mis déjà dans le chat en début. Donc, on a rédigé un mémoire sur la valorisation énergétique, en fait, qui est un document qui répertorie les principales façons les principaux procédés de valorisation énergétique. On a une fiche d'information aussi. On en a plusieurs, dont une sur notre site web, dont une sur la valorisation énergétique. Et tout récemment, j'ai écrit un texte sur la valorisation énergétique là, dans un contexte actuel en 2025. Donc, peut-être ça pourrait alimenter votre réflexion sur le sujet. Donc, sur ce, je transfère la parole, je le dis mal, mais je cède la parole à mon ami Marcel du mouvement Zéro Déchet Québec. À toi, Marcel.
Bon, voilà, me voici. Donc, je vais débuter la présentation. Euh, on me dit de me tasser, excusez-moi. Donc, voici, Jean-Yves. Euh, j'ai préparé en collaboration avec notre mouvement une brève présentation que je vais dérouler assez rapidement en espérant par la suite avoir des réactions pour pouvoir faire des interrelations avec les personnes. Donc, je vais, je vais vous décrire qui nous sommes, les éléments de comment s'est installé l'incinérateur et comment il fonctionne un peu dans notre territoire, la prétention de la ville que l'incinérateur arrive à produire de l'énergie verte, qui est un peu la conclusion de Karel tout à l'heure, puis notre argumentaire qui défend, enfin, qui propose d'autres solutions que l'incinération à l'utilisation des ressources que sont ce que la ville appelle des déchets. On est né, nous, en 2015, notre mouvement, c'est un collectif citoyen. On est né suite à l'abandon de la ville de son intention de mettre fin au fonctionnement de l'incinérateur de la ville de Québec. Ils sont revenus sur une décision, l'administration est revenue sur une décision antérieure. Et au fil des années, on s'est défini une mission qui vise à lutter contre le réchauffement climatique, la justice environnementale et on sait principalement améliorer la santé des citoyens de Québec qui sont lourdement impactés par plusieurs contaminants dans nos quartiers. Euh, on se base sur la hiérarchie qui a été inventée par Zéro Déchet. En fait, c'est une hiérarchie écologique. Comment passer de la meilleure solution à la pire des solutions? Puis pour nous, la pire des solutions, c'est l'élimination par la destruction de la matière. Donc, la mise en contexte de l'incinérateur. En fait, il a été mis en place à Québec en 74. C'est la troisième installation d'incinération. Il a fonctionné pendant près de 40 ans avec une entreprise privée. La ville avait un grand rôle, disons, relatif. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans ces périodes-là. En 2015, la ville a voulu mettre fin à la sous-traitance. Elle a repris la gestion et elle a officiellement annoncé qu'elle mettait fin à la fermeture prévue en 2024. Elle a investi massivement, 65 millions dans sa modernisation, puis depuis cette période, elle investit 10 millions par année. Puis là, elle nous annonce qu'elle veut aller vers la vente de vapeur, ce qui ne nous convient pas parce que les risques sont importants. C'est une carte qui localise le quartier. C'est 116 000 citoyens qui vivent autour d'un incinérateur. C'est quand même relativement important. Et ce n'est pas la seule industrie dans notre territoire qui a un impact sur la santé. Il y a des écoles, bon, tout ce qui est le milieu urbain, tout ce que vous pouvez imaginer dans le milieu urbain, commerce, hôpitaux, institutions, puis même une des grands hôpitaux de Québec est à proximité de l'incinérateur. La ville prétend que l'incinérateur peut devenir une source de valorisation énergétique. Son principal argumentaire, c'est qu'on va éviter l'usage de carburants fossiles, puis on va réduire à la source les émissions polluantes et les GES pour assurer des services énergétiques. Tout plus loin, je vais vous faire une démonstration que ce n'est pas tout à fait notre vision. La plus grande absurdité de la ville, c'est qu'elle prétend produire de l'énergie verte à partir de destruction de matières qui sont des matières non renouvelables. Pour nous, on a une vision tout à fait opposée, les déchets n'existent pas. Ce sont des ressources qu'on détruit. Vous avez les volumes, les pourcentages de volumes qui ont été détruits. En 2019, ça a représenté 312 tonnes de matières résiduelles qui ont été incinérées. La ville a réduit ces volumes parce qu'elle extrait les boues de l'incinération maintenant. Et de ce volume-là, c'est 12% qui sont des résidus ultimes. En fait, elle devrait réduire considérablement la masse incinérée, la masse qui est qu'on ne peut pas remettre dans un cycle économique à long terme. L'autre élément qui nous préoccupe, c'est que la ville prétend produire une énergie verte
Mais ces rejets atmosphériques sont très conséquents et très dangereux pour la santé. En fait, l'incinérateur a rejeté 460 tonnes de différents types de contaminants dans notre milieu de vie. Ça, c'est en 2023. L'incinération également est une source importante de gaz à effet de serre. C'est 218 000 tonnes qui ont été rejetées. Puis là-dessus, dans notre milieu, on a aussi 40 000 camions qui font la desserte de l'incinérateur. Ça s'ajoute à ces volumes-là. Pour nous, l'incinération, ça contribue à la mauvaise qualité de l'air, puis ça impacte directement la santé. Et c'est reconnu par à peu près tous les niveaux qui ont qui ont étudié cette réalité-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans nos milieux, on vit des événements de dépassement. Et c'est souvent là que la ville s'alerte, c'est-à-dire qu'il y a des pics de pollution. Mais une exposition à très long terme à des fines particules a un impact qui est plus important que les expositions d'événements, si l'on veut. Et c'est démontré que les citoyens, les enfants, etc., de nos quartiers sont très impactés en proportion par la mauvaise qualité de l'air. La prétention de la ville qu'elle veut vendre de la vapeur et la transformer en valorisation énergétique, et elle prétend même qu'elle peut produire de l'énergie renouvelable. C'est pas parce qu'on renouvelle des matières dans une fosse que l'énergie est pour autant renouvelable. L'énergie renouvelable, selon l'Organisation des Nations Unies, c'est des énergies qui se renouvellent à un rythme supérieur à celui de leur consommation. Ils citent comme exemple la lumière, le soleil, le vent. On peut utiliser d'autres éléments, les marées motrices, la géothermie, l'hydroélectricité sont des matières qui sont considérées comme des sources naturelles et qui se renouvellent. La combustion fossile, en revanche, le charbon, le pétrole, sont des ressources non renouvelables. Et ça prend des millions d'années pour produire ces matières-là et on ne peut pas les répéter. Et lorsqu'on les incinère, ça provoque des émissions de gaz à effet de serre nocifs, par exemple le dioxyde de carbone, mais beaucoup d'autres éléments également, beaucoup d'autres sources de contaminants. Donc, en conclusion, on ne peut pas prétendre que l'incinération peut produire de la valorisation énergétique. L'incinération, c'est uniquement de la valeur ajoutée à un processus de destruction éternelle de la matière. C'est un résidu de combustion, l'incinération. D'une certaine façon, c'est aussi une forme de déchet. L'incinération, c'est transformer des ressources en contaminants atmosphériques nocifs pour notre santé. C'est aussi un piège, l'incinération, parce que c'est facile. Et si on va vers la formule aussi de la production d'énergie, ça doit créer de la dépendance. Je vous dirais que c'est comme ils vont être intoxiqués par cette solution. Si, par exemple, on met en place des solutions de production ou la prétention de production d'énergie, il va falloir fournir des déchets. On ne pourra pas y échapper. On ne pourra pas baisser les rendements des turbines qu'on veut utiliser. Puis, le plus gros des enjeux aussi, puis c'est une image qui a été déclenchée dans notre quartier, l'incinération, c'est prendre le ciel comme un dépotoir. Avant, au 19e siècle, on jetait les déchets sur le bord des cours d'eau en espérant qu'au printemps et à l'automne, les crues les emportent puis les fassent disparaître. Aujourd'hui, on prétend qu'on fait disparaître les déchets. C'est pas vrai. Tout ce qui rentre à l'incinérateur ressort de l'incinérateur et ressort sous forme de contaminants atmosphériques. Mais la masse totale de l'incinérateur, on fait juste dissoudre ou on réduit puis on émet dans l'atmosphère une partie. Et l'autre partie, ce sont des mâches-fer ou des cendres volantes qui sont récupérées. Voilà, j'ai été rapide parce que je souhaite aussi beaucoup avoir d'interrelations avec les gens et j'espère avoir des questions suite à notre présentation. J'espère que je ne vous ai pas trop bousculé. Vous avez aussi
en lien, des études qu'on trouve importantes. Si vous voulez vous renseigner un peu plus à fond, on s'inspire beaucoup aussi dans notre vision de nos confrères de France, Zéro Waste France, j'aurais pu appeler ça Zéro Déchet. Mais il y a quelques documents de base qu'on a voulu vous transmettre. Je vous conseille aussi de regarder comment, particulièrement, la TV5 Uni, Bruxelles, espèce d'ordure. Voyez comment une ville qui est Bruxelles, qui est un exemple européen, traite ces matières. Elle vise la récupération avant incinération. Et c'est vraiment notre prétention. Il faut récupérer les matières avant de penser au processus d'incinération. Et vous avez là un bel exemple de solution applicable et appliquée qu'on pourrait reproduire au Québec. J'ai terminé. Fait. Merci beaucoup à vous deux pour les belles présentations. Juste avant de commencer avec la période de questions, je veux juste rappeler à tous les participants là, que si vous avez des questions que vous voulez adresser à nos deux présentateurs, là, que ce soit des clarifications ou des points sur lesquels vous voudriez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à les laisser dans le chat. On va les relayer à Marcel et à Karel. Pour l'instant, on a quelques questions. Pour commencer, on a Michel Dumas-Paradis qui nous demande pourquoi est-ce qu'on permettrait l'importation des matières résiduelles, puis qui semble vouloir savoir dans le fond dans quelle mesure ça peut être problématique. Ben, Jérémy, si tu permets, je pourrais peut-être répondre, briser la glace en fait. C'est pas tant l'importation des matières résiduelles qu'on considère comme étant résidentielles, là, c'est pas précisé dans la question. C'est pas tant l'importation de ces matières-là qui est problématique, mais c'est bien le procédé qu'on va utiliser pour les traiter par la suite. Donc, c'est sûr que si on importe des matières résiduelles à des fins d'incinération pour production d'énergie, vous l'avez entendu avec la présentation de Marcel, ça peut être problématique. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout pas limiter la valorisation en bonne et due forme de certaines matières à cause des frontières. Donc, c'est sûr que au Québec, on a des procédés qui n'existent pas ailleurs et inversement. Donc, c'est normal que les matières traversent les frontières afin d'être valorisées, mais toujours dans une optique de faire toujours une matière à valeur ajoutée. Pensez, comme je disais tantôt, à la fibre, au papier, au carton, au plastique. Donc, on ne recycle pas l'aluminium au Québec, par exemple. Les canettes d'aluminium sont recyclées aux États-Unis. Même chose pour le papier, on en recycle une grande partie, mais une grande partie est recyclée aux États-Unis ou en Ontario notamment. Donc, c'est pas tant, j'ai dit, les matières qui sont problématiques, mais bel et bien les procédés qu'on utiliserait pour traiter ces matières-là, notamment lorsqu'on parle de valorisation énergétique, encore et surtout lorsque ces procédés-là ne sont pas encadrés. On a vécu une problématique similaire lors de la pandémie avec les masques de procédure, où on parlait beaucoup de recyclage de masques de procédure, alors que beaucoup de ces masques ont en fait été incinérés dans des incinérateurs aux États-Unis et même au Québec, on a valorisé, et encore là, je cherche toujours la source légale et officielle des masques de procédure dans des hauts fourneaux industriels. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce que Marcel, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est complet. Ok, parfait. Question suivante. Il y a une question sur les résidus verts qui demande, quelqu'un qui demande est-ce que les résidus verts sont compris dans ces matières? Avec le moment où ça a été posé là, dans la présentation, je pense qu'on parle des matières visées par la valorisation énergétique au niveau réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Encore une fois, je peux rappeler, c'est un peu la même réponse que j'ai donnée. Oui, les résidus verts, les matières résiduelles fertilisantes, là, pour être plus précis, donc tout ce qui est matière organique, si on veut, peut éventuellement servir à de la valorisation énergétique ou à de la valorisation matière. Encore là, ça dépend du procédé. Et ça peut transiter entre les frontières. Ce ne sont pas des matières. Lorsque les matières ne sont pas destinées à l'élimination, il peut y avoir du mouvement transfrontalier. Sauf que là, actuellement, il y a une interdiction d'importer des biosolides du nord-est américain pour des raisons de contamination au PFAS, là, mais ça c'est particulier. Mais oui, techniquement, c'est possible d'exporter et d'importer. D'ailleurs, on le fait. Hein. Ça veut dire, nous-mêmes au Québec, on a exporté pendant longtemps et on le fait encore des matières organiques en Ontario à des fins de compostage, là, qui est une forme de valorisation. C'est pas de la valorisation énergétique, mais s'ils avaient là-bas un procédé ou si on avait ici un procédé de valorisation énergétique reconnu par la loi et encadré par un règlement, ça pourrait tout à fait être possible.
Euh, je peux compléter en partie si on m'autorise. Euh, Ici, à l'incinérateur de Québec, une partie seulement de la matière organique est récupérée dans ce qu'ils ont, eux, créé, ce qu'ils appellent un centre de méthanisation. En fait, c'est un réacteur de méthane qu'ils ont mis en place. Euh, mais une partie seulement. Il y a beaucoup de matériaux qui, normalement, auraient pu être compostés, qui sont en fait incinérés. Donc, ils vont poursuivre l'incinération des matières organiques et les matières organiques ont un impact négatif sur le fonctionnement de l'incinérateur, entre autres parce qu'essentiellement, les matières organiques, c'est brûler de l'eau, des matières qui sont tellement composées de liquide que ça affecte les rendements de l'incinérateur. Donc, la solution que la Ville a mise en place, qui a été très coûteuse, est partiellement, va répondre partiellement à leurs objectifs, qui est de réduire la matière incinérée puis réduire l'arrivée des matières organiques à l'incinérateur. Merci beaucoup. Question suivante. Quelqu'un qui a une question un peu plus au niveau là, justement du fonctionnement de l'incinérateur, qui demande dans le fond là, très pratico-pratique, lorsque les matières arrivent à l'incinérateur, est-ce que tout est brûlé? Est-ce qu'il n'y a pas un tri qui est fait des matières? Marcel? Oui, ben, en fait, à Québec, c'est simple. Ce que vous mettez sur le bord de la rue, ça s'en va dans un camion. Et puis, le camion, lui, se rend à l'incinérateur, il jette ça dans une fosse. Et on ramasse par paquet de 10 tonnes pour mettre dans des fours. C'est un peu ironique, ma réponse, mais il n'y a aucun. Ce qui est mis dans les camions, excusez, on appelle ça les camions de vidange. Ce qui est mis dans les camions est déposé. Ils ont même tenté d'incinérer une baignoire en fonte à un moment donné parce qu'il avait réussi à la faire glisser dans le camion. Donc, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle de ce qui est incinéré. Aussi, l'autre réalité, c'est que les gens ne réalisent pas, c'est qu'une partie seulement des citoyens sont responsables de ce qui est incinéré. 30% des matières sont origine des citoyens, mais 70% vient des institutions, des commerces, des industries. Donc, on est partiellement coupable d'incinérer, mais on n'a pas. Quelles sont les réelles solutions pour les citoyens? Et ça, c'est les faiblesses de la ville. Un centre de tri décent permettrait de récupérer beaucoup de matière et c'est la première étape nécessaire si on veut réduire l'incinération. C'est d'avoir la capacité d'extraire. Je vous ramène encore à l'exemple de Bruxelles. Allez voir comment Bruxelles procède, puis dites-vous que si Bruxelles est capable de le faire, Québec devrait pouvoir y parvenir. Parfait. Ben, la prochaine question est un peu dans la même veine. Je ne sais pas si Carole, tu voulais rajouter quelque chose, Non, peut-être? non, ben en fait, ce qui est récupéré par les camions d'ordures, en fait, que ce soit pour l'enfouissement ou l'incinération, effectivement, c'est destiné à l'enfouissement ou à l'incinération. Donc, ce qui est très important, c'est faire du tri à la source. Bon, premièrement, de réduire notre consommation si possible ou de mieux consommer. Mais ça serait peut-être l'objet d'un autre webinaire. Mais c'est le tri à la source. Ça veut dire utiliser les canaux qui nous sont offerts pour détourner des matières de l'élimination, notamment la récupération, la consigne, la collecte sélective, les programmes de responsabilité élargie des producteurs et autres. Donc, le réemploi aussi avec les organismes d'économie sociale. Donc, il existe beaucoup de façons de faire en sorte qu'on réduise nos déchets destinés à l'élimination. Mais il faut les utiliser. Mais un camion qui ramasse le sac d'ordures sur la rue, ben, en fait, ça va être destiné à être éliminé entièrement. Parfait. La prochaine question m'amène vraiment dans un terrain là, que vous venez juste d'aborder, mais je m'essaye quand même de voir s'il y a des éléments que vous voulez rajouter, là. On demande ce serait quoi la solution pour la réduction des matières résiduelles dans par rapport, là, puis je comprends que c'est là, pour éviter l'incinération ou l'enfouissement. Là, Carole, tu viens vraiment d'en mentionner plusieurs, mais je ne sais pas si Marcel peut-être vous voulez rajouter quelque chose ou si on passe à la prochaine. Oui, je peux rajouter. En fait, notre exemple à nous, ce qui nous a incité à devenir le mouvement Ville Zéro Déchet, c'est San Francisco, la ville de San Francisco, qui récupère 80-90% de ces matières. Et les directeurs de la baie de San Francisco qui s'occupent, en fait, c'est une coopérative qui gère la gestion des matières résiduelles dans ce secteur-là. On leur a demandé pourquoi il n'y aurait pas d'incinérateur. En fait, ils ont dit que technologiquement, l'incinérateur est dur à opérer et c'est très coûteux. Eux ne considèrent pas que les matières sont des déchets, ils considèrent que ce sont des ressources exploitables. Donc, ils ont investi dans la sensibilisation citoyenne
Ils se sont dotés d'équipements décents pour pouvoir faire des tris. Ils ont créé des emplois qui ont beaucoup de valeur pour les communautés. Ils ont choisi ils sont implantés dans les quartiers défavorisés, puis ont créé des emplois intéressants pour les Américains. Et ils luttent ainsi contre les gaz à effet de serre. Toute la matière, il faut penser, l'expression que j'ai employée à un moment donné, c'est du berceau au berceau. C'est-à-dire que l'incinérateur, c'est du berceau à la tombe. C'est-à-dire, on fait de l'extractivisme, on transforme, puis on détruit les ressources. Tandis que du berceau au berceau, c'est de penser que les matières, on peut les replacer dans un circuit économique, créer une économie circulaire longue. Et donc, l'impact environnemental est de beaucoup moins conséquent. On parle d'émissions de contaminants qui sont rejetés dans l'atmosphère par l'incinération ou même par l'enfouissement aussi est un problème sanitaire. Tandis que et les émissions de gaz à effet de serre pour l'incinérateur, c'est conséquent. C'est quasi une tonne de matériaux de GES qui sont rejetés par tonne incinérée. Donc, ça a des conséquences environnementales. Notre ville qui veut lutter contre le réchauffement climatique, elle gère le plus grand émetteur de GES de notre municipalité. Puis c'est elle qui l'opère volontairement. Là. Elle dispose de choix, mais elle ne veut pas les appliquer. L'incinérateur, c'est une solution trop facile. Donc, il ne faut pas que je m'enflamme, moi, là. Mais c'est donc technologiquement, écologiquement, économiquement, les solutions de l'incinération ne s'expliquent pas. Merci beaucoup, Marcel. Euh, il y a une question qui est spécifiquement adressée à Marcel, mais Karel, j'imagine que tes interventions ont été bienvenues si jamais tu veux acheter quelque chose. Euh, la question n'est pas super claire, mais je comprends qu'on demande, dans le fond, euh, comment il est possible finalement de faire de la valorisation avec un incinérateur pour lequel on sait pratiquement pas s'il respecte les normes en cours. Est-ce que vous voulez commenter peut-être sur le respect des normes environnementales qui sont faites par l'incinérateur de Québec? Est-ce que je vous laisse aller là-dessus? Bon, je vais essayer, mais c'est pas, Karel, je vais te demander de l'aide aussi. En fait, moi, j'ai lu une étude d'un Anglais à un moment donné qui cite l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre reconnaît un centre, reconnaît un incinérateur qui produit de l'électricité environ à 33% de rendement énergétique. Et ça équivaut à peu près à une centrale thermique au gaz. Là, j'embarque dans un domaine que je contrôle un peu moins, mais j'ai fait de mémoire pour cette réponse. L'incinérateur de la Ville de Québec, selon des données que nous avons, le peu que nous avons, parce que ce n'est pas très clair, le rendement de l'incinérateur, c'est un vieil équipement. Puis il n'a pas été bâti pour produire de l'énergie. Il a été produit pour disposer rapidement des déchets, des ordures. Donc, son rendement énergétique serait de 10%. On vient d'extraire des matières organiques ou une certaine quantité de matière verte de l'incinérateur et les boues. Donc, on devrait accroître un peu ce rendement-là. La prétention que j'ai entendue lors d'une rencontre mais calculée rapidement, était de 25%. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas performer, ils ne peuvent pas équivaloir à une centrale de production au gaz. Mais ça, c'est on ne peut pas calculer l'incinérateur juste en disant c'est ce qui sort d'un incinérateur. L'énergie nécessaire pour produire la matière qui est détruite est vraiment plus conséquence. C'est 8 fois plus d'énergie de production, d'extraction, de transformation, de production. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Si on calcule, prenez un téléphone, ça pèse 150 grammes à peu près. Mais ça prend 75 kilos de matière pour extraire, qu'il faut extraire, puis 75 kilos de déchets qui sont produits pour 150 grammes. Donc, chaque fois qu'on détruit un téléphone, il faut faire le même exercice, extraire la matière, la transformer, etc. Le calcul doit être holistique. Il ne doit pas être juste à la cheminée, il sort telle chose. Quand j'ai employé l'expression du berceau à la tombe, il faut faire le calcul de l'extraction jusqu'à la fin, jusqu'à sa finalité.
Je sais pas, Karel, tu veux compléter? Ben, je peux compléter. Il y a plusieurs volets à cette question-là, mais notamment au niveau de la production d'énergie. En fait, un incinérateur, la façon dont il transfère son énergie à une entité, c'est par la vapeur qu'on utilise, en fait, l'eau qu'on utilise pour refroidir les vapeurs émises par comment, la chaleur émise par l'incinération. Donc, c'est une espèce comme une voiture, où il y a un liquide de refroidissement, et c'est ce liquide-là qui est utilisé pour faire tourner des turbines et produire de l'électricité. Certains incinérateurs aussi peuvent transmettre directement la chaleur, la vapeur à des infrastructures, là, des bâtiments pour chauffer. Par contre, Marcel, je ne sais pas si Marcel l'a effleuré, mais la plupart des incinérateurs, dont Québec, utilisent des sources alternatives de combustible pour s'assurer que la matière qui est incinérée brûle correctement, parce que le plus grand risque au niveau de la santé humaine, c'est lorsque la combustion n'est pas optimale. Donc, il faut qu'un incinérateur brûle les matières autour de 1000 degrés Celsius ou un petit peu moins, un petit peu plus, là, mais autrement, lorsque l'incinérateur n'est pas alimenté par une source secondaire de combustible, les fours peuvent s'éteindre, avoir une combustion non optimale, les fours peuvent s'arrêter pour une raison X ou Y, ou il y a un problème technique. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a justement production de contaminants comme les dioxines et les furanes, et ça, c'est extrêmement préoccupant et une atteinte réelle à la santé humaine. Ce sont peut-être les polluants les plus dangereux là, créés par l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on alimente les incinérateurs avec des combustibles alternatifs ou autres combustibles comme du gaz naturel. On parle aussi beaucoup de Copenhague ou des incinérateurs ailleurs. En fait, Copenhague utilise du mazout pour brûler ses poubelles. Copenhague, c'est l'incinérateur avec la piste de ski et le mur d'escalade. Donc, on ne parle que de la piste de ski ou du mur d'escalade de l'incinérateur de Copenhague, mais il faut savoir que Copenhague brûle principalement, pas principalement, mais beaucoup de matière résiduelle qui provient du Royaume-Uni. Parce qu'effectivement, c'est un incinérateur qui a besoin de matières premières pour pouvoir alimenter des maisons ou des infrastructures dans la ville danoise. Donc, et comme j'ai dit, comme Marcel aussi l'a dit, c'est un risque, c'est le piège un peu de l'incinération et de s'attacher avec des contrats pour justement approvisionner des clients en énergie ou en électricité. C'est-à-dire, on a besoin de carburant, on a besoin de matières premières qui sont des poubelles. Si elles n'existent pas parce qu'on a des programmes efficaces de récupération, de recyclage présents, bon, on va aller les chercher plus loin. À Lyon, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence et le gestionnaire de l'incinérateur de Lyon a dit la même chose. Ils font de la récupération d'énergie avec l'incinérateur lyonnais, mais ils ont aussi des programmes qui visent la réduction, le réemploi et le recyclage. Donc, ils perdent de gisements de matières premières, donc ils doivent élargir leur territoire de dessert pour aller chercher du combustible, entre guillemets, pour pouvoir faire fonctionner l'incinérateur. Donc, c'est un piège. En fait, c'est un leurre, si on veut, la production d'énergie avec de l'incinérateur. Et les rendements énergétiques sont effectivement très, très faibles. Là. Allez voir l'étude qu'on a faite sur la valorisation énergétique qui est dans le chat. Là, le lien est là. L'incinération avec récupération d'énergie, c'est peut-être le pire mode, justement, pour faire de la récupération d'énergie à partir de la valorisation énergétique ou ce qui pourrait être, certains pourraient être tentés à appeler de la valorisation énergétique, qui est en fait de l'incinération, donc de l'élimination avec de la récupération d'énergie. Merci beaucoup, Karel. En fait, tu as carrément anticipé la prochaine question. En fait, la personne elle se demandait qu'est-ce qu'on pensait des installations d'incinération des pays scandinaves. Juste pour être, t'en as quand même pas mal parlé, Karel, mais est-ce que Marcel, votre groupe avait des opinions en particulier sur ces modes d'incinération-là ou ces installations-là? Dans les références qu'on a transmis notre mouvement à la fin de notre présentation, Toulouse est un bel exemple, puis il dénonce un peu cette prétention à la production d'énergie. Les chiffres aussi sont probants aussi. Quand j'ai cité l'exemple tout à l'heure du téléphone, c'est de là que j'ai puisé les données. Fait que, bon, vous avez quelques références qui vont vous permettre de creuser si vous souhaitez le faire, mais euh, il faut considérer, il y a une chose morale aussi, c'est que l'incinération aussi, on ne le considère pas sous l'angle moral pour le futur. C'est qu'on détruit les ressources pour les générations futures pour produire de l'énergie qui est très peu efficace et très éphémère. Donc, c'est l'avenir. En fait, on brûle la planète. On lègue une planète à quelqu'un, mais on la brûle en même temps. C'est complètement anormal. Merci beaucoup. Excuse-moi, Karel, je vais juste couper ton micro. Euh,
Là, on retombe dans le plus concret au niveau de la Ville de Québec, là. Comment est-ce que ça se passe pour le recyclage et le compostage dans la Ville de Québec? Est-ce que le compostage est bien implanté? Est-ce qu'on peut espérer que cette portion des matières-là qui était incinérée va diminuer? Je vais répondre, Carole. Euh, euh, Il n'y en a pas. La Ville de Québec n'organise pas de compostage. Elle subventionne un petit organisme qui fait un compostage collectif, mais elle a fait le choix, euh, euh, mais elle a fait le choix d'aller vers une technologie très, très coûteuse. Elle a mis en place un équipement qui nous a coûté 216 millions de dollars. Bon, une partie a été payée par le Québec et une partie par le fédéral, mais on assume la grande partie. Et ça mériterait un autre webinaire comme tel, parce que ces impacts environnementaux sont conséquents. Euh, Nous, on avait prétendu, puis on le prétend encore, que ça aurait été coûté beaucoup moins cher à la ville de faire le compostage comme notre ville voisine en face, Lévis, le fait. Les coûts que je connais à Lévis sont d'environ 80 la tonne. Puis les coûts qu'on estime, nous, mais on n'a pas vraiment les données, mais ça devrait être environ 150-160 la tonne métrique pour la gestion des méthaniseurs. Donc, c'est disproportionné. Et il y a eu des rejets récemment des méthaniseurs, il y a eu des rejets dans l'atmosphère. Donc, les émissions qui sont là sont conséquentes aussi, mais ça encore, la Ville n'a pas donné beaucoup d'informations sur les volumes de rejet de méthane et de protoxyde d'azote. Ça peut peut-être intéresser Karel, mais c'est des événements qui se produisent. Tout comme lorsqu'on a un équipement industriel, c'est la même chose. Récemment, on a vécu la même chose avec l'incinérateur. Il y a eu des rejets d'arsenic pendant minimalement 3 jours consécutifs. Puis les volumes étaient importants. Donc, quand on a un équipement, il arrive des événements, Donc, il faut aller vers des équipements plus simples. C'est moins coûteux, c'est moins difficile à entretenir. Mais Québec a fait le choix de ne pas faire de compostage. Ils ont tordu un peu la réalité puis ont prétendu que c'est un équivalent, mais c'est pas vrai. Karel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Non, ça va, OK. on va prendre une autre question. Euh, Encore la Ville de Québec, est-ce que la Ville de Québec accompagne les ICI, là, les industries, commerces et institutions dans la gestion de leurs matières, considérant que c'est des acteurs qui génèrent quand même une bonne part là, du total de la génération des matières résiduelles? Euh, sur ce dossier, sur cette réponse-là, je ne peux pas vraiment apporter d'éléments. Ce n'est pas un dossier que je contrôle beaucoup. Mais on a un peu regardé ces angles-là. Personnellement, je ne procède pas assez pour me prononcer là-dessus. Ben non, moi effectivement non plus. Là, on n'a pas travaillé ce dossier-là en particulier pour le webinaire d'aujourd'hui. Là, on parle plutôt de la valorisation énergétique. Là, au niveau des ICI, là, personnellement, j'aurais pas nécessairement. Je risquerais de dire des choses qui ne sont pas exactes ou Parfait. incomplètes. Ben, dans ce cas-là, on va retourner sur le sujet de la gestion de matières organiques, là, avec le procédé de biométhanisation pardon, qui est utilisé à la Ville de Québec. Là, on demande est-ce que c'est un choix écologique comme forme de valorisation des matières organiques. Vous avez un peu touché, là, Marcel, mais on demande aussi est-ce que ça permet de récupérer les matières solides elles-mêmes. Ça permet, nous, la position du mouvement Ville Zéro Déchet, lorsqu'ils ont présenté le projet, on était d'accord pour la mise en place de réacteurs de méthanisation pour les boues. D'ailleurs, c'est pas bio. En passant, quand les gens disent bio, c'est pas bio. Moi, je m'excuse, il n'y a pas d'estomac là-dedans. C'est un procédé chimique. Vous seriez étonné du volume de matériel, de matière chimique qui entre à l'intérieur de cette usine, parce que c'est un réacteur qu'ils mettent en place. C'est une usine, essentiellement, qui utilise un matériau, qui sont les résidus alimentaires et les boues. Mais c'est pas neutre au niveau environnemental. Là. Puis euh, donc, la prétention de la ville était qu'il voulait extraire des matériaux de l'incinération, des matériaux qui affectaient le rendement de l'incinérateur. Théoriquement, ils ont raison, mais ils ont pris un mauvais moyen pour y parvenir. Ils prétendent aussi qu'ils vont réduire de 30 le temps d'usage de l'incinération, de l'incinérateur. Et même, un des personnes responsables d'une étude qu'ils ont créée
indique que 30% de moins d'usage d'incinérateurs, c'est 30% d'impact positif sur la santé de la population. On est bien d'accord avec eux. Donc, ils admettent effectivement qu'un incinérateur est une nuisance sanitaire dans notre milieu de vie. Mais en fait, là, j'ai dérogé peut-être un peu au sens de la question, mais en tout cas, je vais compléter là-dessus. Oui, je peux rajouter brièvement. Là, on parlait si la biométhanisation, pardon, était une forme écologique de gestion des matières organiques. En fait, c'est un traitement biologique pour gérer les matières organiques là, qu'on rejette, là, que ce soit des résidus de table ou des résidus verts. Euh, Ça peut être une bonne chose. On ne s'est jamais opposé à la biométhanisation. Je ne rentrerai pas dans les coûts parce que ça, c'est un autre domaine. Mais par contre, il faut savoir que la biométhanisation aussi, c'est extrêmement compliqué. Il y a eu plusieurs essais. En fait, je dis essais, mais il y en a qui sont en opération au Québec qui sont encore à l'étape de essais-erreurs parce qu'il faut avoir des recettes assez particulières et assez fines pour pouvoir générer du méthane parce que l'objectif de la biométhanisation, comme son nom l'indique, c'est produire du méthane pour ensuite tirer un revenu de ça. Mais malheureusement, au Québec, on a beaucoup trop axé, selon moi, sur la production de méthane. Donc, alors qu'on a joué peut-être un petit peu à l'apprenti sorcier dans plusieurs cas, c'est très dur de faire du méthane avec des matières résiduelles organiques d'origine résidentielle, les résidus verts. Il y a des biométhanisateurs au Québec qui ont arrêté certains de s'approvisionner de certains gisements, dont des gisements résidentiels. On pense notamment à Saint-Hyacinthe où ils ont un biométhanisateur, mais qui utilise une plateforme de compostage à l'extérieur de la région pour traiter les résidus de leurs concitoyens. Donc, on utilise seulement les résidus agroalimentaires alors que ce n'était pas du tout ça prévu, c'est pas du tout ce qui était prévu à l'époque. Euh, donc à Montréal, on prévoit, là, bon, en fait, il y a un incinérateur qui est en train d'être finalisé au niveau de un incinérateur, un biométhanisateur, pardon, qui est en train d'être finalisé dans l'est de l'île. Là, pour des milieux urbanisés avec une grande densité de population et parce qu'on a accès à un gisement qui est même assez proche, donc ça évite le transport à l'extérieur de la région. Ça responsabilise certainement les générateurs. Donc, dans certains cas, la biométhanisation peut être une façon intéressante de gérer la matière organique. Là, je fais abstraction des coûts parce qu'on sait que les coûts souvent ont explosé, mais strictement au niveau technologique, oui, dans des milieux urbanisés ou densément peuplés, la biométhanisation, parce qu'elle est faite en milieu fermé, c'est comme une grosse cocotte minute, là, je caricature grossièrement, mais c'est un petit peu ça, par rapport à du compostage en andin, quoi qu'il existe aussi des procédés pour faire du compostage en circuit fermé, si on veut, comme ça se passe d'ailleurs à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. Donc, oui, tant que c'est bien fait, tant que ça gère la matière organique, mais gérer la matière organique, ce n'est pas une fin en soi. Je travaille pour un groupe en environnement. La meilleure des choses à faire avec la matière organique, c'est d'éviter de la produire. Donc, c'est un peu comme le recyclage. Le recyclage, c'est bien, mais la réduction à la source, c'est mieux. C'est la même chose pour les matières organiques. Si on gère trop de matière organique, peut-être qu'il y a aussi un problème au niveau de la consommation. Pas juste sur les citoyens, mais au niveau des transformateurs, au niveau des magasins d'alimentation, des restaurants et autres. Donc, tout ce qui est recyclage, compostage, biométhanisation, ce sont des solutions qu'on retrouve en aval de la chaîne de mise en valeur. Donc, c'est un petit rappel pour dire que c'est important, ça serait important aussi de travailler en amont. Et souvent, malheureusement, on oublie trop souvent ça, que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Euh, je compléterai, Karel, par rapport à certains angles des avantages de la biométhanisation par rapport à l'avantage du compost par rapport à la méthanisation. Le compost, c'est essentiellement une structure qui est très vieille, une technologie très, très vieille que l'humanité exploite depuis des milliers d'années. Ça nourrit la terre, ça nourrit la flore microbienne, etc. Ça a la capacité, lorsqu'il y a des averses, d'empêcher le lessivage du sol. Ça a la capacité, lors des périodes de sécheresse, d'émettre de l'humidité au sol. Tandis que le digestat, ça nourrit la plante. Et c'est facilement lessivable. Ça contamine les cours d'eau. Donc, c'est deux matériaux qui sont complètement différents. C'est deux approches qui sont très. Une approche est beaucoup plus écologique à nos yeux. L'autre approche est beaucoup plus industrielle. Donc, c'est comme vouloir mettre de l'engrais dans les champs. À long terme, on affecte la flore microbienne, on durcit, on rend la terre plus compacte, etc. L'humus est la chose la plus importante avec l'eau pour créer un support à la vie.
Donc, c'est ça aussi qu'on atteint en utilisant le digesta dans les sols des campagnes. Fait que juste un petit ajout là-dessus, mais on est loin de vapeur, là. On est loin du sujet principal de la rencontre. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était très éclairant. Vous avez fait beaucoup plus de chemin que je m'attendais sur cette question-là. On est à notre heure, donc j'imagine qu'il va y avoir des personnes qui vont devoir nous quitter. On vous remercie pour votre présence. Je me permets quand même d'y aller avec une dernière question, hein, avec peut-être une réponse éclair. C'est une question sur, Monsieur Paris, vous avez mentionné que une tonne de matière incinérée, c'est environ une tonne, ça émet environ une tonne de GES. Puis on demande qu'est-ce qu'il y en est de ces émissions de GES-là au niveau de l'enfouissement. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Est-ce que vous pouvez commenter très brièvement là-dessus pour nous? En fait, ça dépend de ce qu'on enfouit. Si on enfouit des matières organiques, il va y avoir des émissions de GES. Si on enfouit des plastiques, on va avoir d'autres types de contaminants, si l'on veut, à long terme, là. Mais puis là, je pense que Karel a une meilleure capacité que de moi pour répondre à cette question-là. Mais puis là, Karel l'a très bien dit, les ressources ne doivent pas être ni enfouies ni incinérées. Il faut éviter ces choses-là. Ce sont deux mauvaises solutions. Puis lorsqu'on nous demande de choisir lesquelles des mauvaises solutions voulez-vous voir appliquées, ça serait nous une troisième voie qui est entre autres de trier la matière. Et les matières organiques doivent être récupérées, ils doivent être remis dans le cycle de la vie et non pas les voir enfouir pour créer des gaz à effet de serre. Mais pour la production, les volumes, etc., ça, je laisserai Karel qui possède une meilleure expertise que moi là-dessus. Ben, rapidement, l'incinération produit, somme toute, beaucoup plus de gaz à effet de serre par tonnage traité que l'enfouissement, sauf que l'enfouissement, jusqu'à un certain point, capte ou encapsule, si on veut, les matières qui pourraient produire des gaz à effet de serre, notamment par les biogaz, mais la plupart des biogaz des lieux d'enfouissement sont captés et sont détruits ou utilisés à d'autres fins. Mais l'idée principale aussi, moi, j'aime pas trop parler de chiffres et tout, parce que des fois, on peut s'enfarger, même certaines personnes peuvent faire dire beaucoup de choses à des chiffres, mais l'idée, c'est d'avoir toujours l'idée globale de ne pas enfouir de ressources. Ça veut dire, c'est ça le principal. Donc, c'est pas une question juste d'élimination en bout de ligne, c'est-à-dire des solutions de bout de tuyau, comme on dit dans le jargon, mais il faut vraiment travailler, comme je dis, en amont pour éviter de trouver des solutions à un problème. En fait, quelqu'un de sage évite le problème, alors quelqu'un d'intelligent va tenter de résoudre un problème. Donc moi, je me considère pas comme un sage, mais en fait, c'est la philosophie que j'ai au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est d'éviter un problème. Parce qu'après ça, on tombe dans des dédales d'explications, de réponses, et il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui a une meilleure réponse que l'autre. Donc la meilleure réponse, je crois, c'est vraiment d'éviter un problème, d'éviter d'incinérer des matières qui pourraient être autrement être utilisées. Idem avec l'enfouissement. On va toujours avoir besoin d'enfouir des matières parce qu'il y aura toujours un résidu ultime, mais on a beaucoup de travail à faire au Québec et dans le monde en général à réduire notre consommation, à améliorer notre production pour faire en sorte qu'on prenne beaucoup moins de ressources sur la planète parce qu'on est en train littéralement de frapper un mur avec notre surconsommation. Je vous remercie beaucoup tous les deux là, pour vos réponses très éclairantes là, aux questions de nos participants. Je vais laisser Jenny terminer le webinaire. Petit mot de la fin. Donc, on remercie beaucoup nos deux intervenants, Karel Ménard du Front commun et Marcel Paré du Mouvement pour une ville zéro déchet. On remercie aussi aux participants qui ont passé l'heure avec nous et on vous remercie pour vos questions qui ont alimenté le débat. Et donc, on a vu la question en commentaire, mais pour ce qui est de l'enregistrement du webinaire, ça va être disponible demain. Par courriel ou sur demande si jamais il y avait des personnes qui n'avaient pas pu assister au webinaire d'aujourd'hui. Donc, sur ça, on vous souhaite une bonne après-midi.